vous demandez c'est quoi, hein? Fait que pour répondre à Dave, on a fait un petit PowerPoint pendant sa présentation. Et on va vous montrer c'était quoi notre expérience à l'usine. Les paris sont ouverts. Ça ressemblait-tu à ça avant, vous autres, la maintenance puis la production? Je vais enlever ça parce que... Fait que nous, à l'usine, c'était comme ça avant. On avait vraiment... La production était d'un côté. Ça donne bien, ça fait le parallèle avec la présentation d'avant de Dave. C'était comme ça, nous, à l'usine. On était vraiment d'un côté comme de l'autre. Puis, on a, en 2017, décidé de briser ce paradigme-là. Fait que ça, c'est avant, production, maintenance. Fait que, hop, c'est pas la bonne présentation. On va s'ajuster. Oui, on va les utiliser contre d'autres mondes. C'est ça que j'ai envoyé hier, Jordan. Ça ne sera pas long. C'est ça. C'est assez... Ben, disons que l'ordre n'est pas... non. Désolé, première présentation, ça part bien. Soyez indulgents quand on va parler de planification. Il y en a que c'est le clicker qui ne marche pas, puis nous autres, c'est la présentation. Mais écoutez, en attendant, je peux faire le premier petit bout qui est la présentation de l'entreprise. Kruger Inc., c'est quoi? En fait, fondé en 1904, Kruger Inc. est une entreprise canadienne dont le siège social est à Montréal. Puis, il œuvre dans 9 secteurs d'activité, que ce soit pâte et papier, papier tissu, qui est notre division, biomatériaux, on a recyclage, immobilier, papier spécialisé, puis production d'énergie. Oui, production d'énergie. Fait que c'est en tout une vingtaine d'usines réparties au Canada puis aux États-Unis. On a 47 centres de production d'énergie renouvelable, que ce soit des parcs éoliens ou des panneaux solaires ou des barrages répartis au Canada et aux États-Unis. Puis c'est environ 6 000 employés qui travaillent pour Kruger Inc. Donc, Kruger Inc., vous le voyez, c'est gros, différents secteurs d'activité. Nous, comme Jean-François l'a mentionné, c'est Produits Kruger, donc la division papier, papier mousseline, papier tissu, papier à usage domestique. C'est toute la même chose. Au niveau de notre vision, c'est rendre votre quotidien le plus confortable possible. Donc, vous imaginez les produits qu'on vend. Essuie-tout, papier hygiénique, napkin, mouchoir. Pour ne pas les nommer, Cashmere, Scotties, Sponge Towel. Dans la présentation, on voyait un peu nos produits, donc vous allez reconnaître nos marques. Contrairement au papier que vous avez utilisé dans votre chambre, on a différents grades, différentes qualités. Donc, on a la division hors foyer. Essentiellement, je vous dirais qu'on a 9 usines au Canada, une aux États-Unis pour un total de 10. Du côté de la production canadienne, on possède le tiers du marché. Donc, environ le tiers des personnes ici utilisent nos produits sur une base régulière, qui fait de nous un des producteurs les plus importants de papier à usage domestique au Canada. On a notre présence en Colombie-Britannique, l'usine de New Westminster, 3 machines à papier, 11 unités de conversion. Donc, on dessert l'Ouest. Puis, nos marques qui sont là-bas, ce n'est pas le Cashmere, malheureusement, c'est du Purex, donc qui est un peu le même produit. Notre siège social est à Mississauga,
du côté de l'Ontario, contrairement à Kruger Inc. qui est à Montréal. 2 usines qui sont en Ontario, des centres de conversion, Trenton, Scarborough, pour toute la division hors foyer, donc écoles, hôpitaux, commerce, hôtels principalement. Donc, c'est du papier d'entrée de gamme. Puis, on a les usines au Québec. Donc, on en a quelques-unes. On a Crabtree, l'usine où on est. On a Lennoxville qui possède une machine à papier. On a Bromptonville. Donc, Bromptonville, j'essaie de regarder. On a des gens qui travaillaient à Bromptonville ici avant. Donc, 2 nouvelles machines à papier dans les 6 dernières années. On a commissionné la dernière il y a quelques semaines. Puis, on parle d'investissement privé au-delà du $1 milliard pour 2 machines à papier. Donc, un joueur très important. Puis, finalement, on est à Gatineau. Donc, juste devant le Parlement, de l'autre côté de la rivière. Vous allez voir, côté du Musée des civilisations, 3 machines à papier qui sont là, puis le site de Laurier qui est la conversion de ces produits-là. Donc, Crabtree. Crabtree, c'est quoi? C'est où? Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est où? Ce n'est pas une ville américaine. Donc, c'est une ville qui est située tout près de Joliette, municipalité. On est à peu près à 10 minutes du centre-ville de Joliette, dans la Naudière. Donc, ça, c'est notre usine. Donc, vous voyez le site, un site qui est quand même assez grand, positionné à la jonction de la rivière Waro et de la rivière Rouge. Donc, une papetière, vous le savez, ça consomme énormément d'eau au niveau du procédé. Donc, on est là depuis 1905. L'année prochaine, on va célébrer notre 120 ans d'opération au niveau de la production de papier sur notre site. Chose intéressante, c'est la seule du réseau qui possède un plan de désancrage. Donc, en gros, le papier de bureau, je sais qu'il y a des gens qui sont dans le recyclage ici. Donc, on reçoit 20 remorques par jour complètes de balles de papier déchiqueté qu'on remet en pâte, qu'on nettoie, qu'on désancre, qu'on repasse dans le système pour l'équivalent d'environ 130 000 tonnes par année. Jean-François, quand il parlait de Kruger Inc., donc on a une division recyclage qui est le plus important recycleur aussi au niveau du Québec. 4 machines à papier, machine 2, 4, 6, 8. On aime les chiffres pairs. Donc, la prochaine devrait être la numéro 10, c'est ce qu'on espère. On avait la 1, la 3 qui ont été fermées au fil du temps. Donc, c'est sûr qu'on a des actifs qui sont plus vieillissants que d'autres. La plus récente, 2017, qui est une machine de 30 000 tonnes, plutôt récente, Crescent Former, donc des technologies qui sont connues. Puis, on fait de tout, hein, du brun, du blanc. Je parle pour le site de Crabtree, du 14 grammes au mètre carré, ce qui est dans votre chambre d'hôtel, jusqu'à du 32 grammes au mètre carré. Essuie-tout, napkin, facial. Donc, très intéressant comme milieu, très dynamique pour des ingénieurs, des gens d'opération, puis des gens des pâtes et papiers. Production des 4 machines, 90-92 000 tonnes par année de bobines mères. Donc, je suis un peu gêné parce que tantôt, je parlais avec des gens des mines, puis vos chiffres sont incroyables. Mais 90 000 tonnes de papier, quand même assez impressionnant. 12 unités de transformation. Donc, on a 2 collègues qui sont ici avec nous. Donc, la conversion, c'est quoi? C'est une bobineuse. On prend les bobines mères, on fait le produit fini, le patronage. Ce qui sort au bout de l'usine, c'est un produit qu'on vend aux clients. Costco, McDo, épicerie, pharmacie. Fait qu'on fait l'intégration verticale complète, puis on fait 24 millions de caisses par année seulement à notre site. Opération en continu, 364 jours par année. Fait que c'était quoi notre cheminement vers le changement organisationnel qu'on a entrepris? Bien, honnêtement, avant, c'était un peu comme l'image. Il y avait la production qui travaillait d'un côté, il y avait la maintenance qui travaillait de l'autre côté. On avait chacun des buts communs. La maintenance veut que les équipements de production roulent, puis la production veut faire des tonnes, puis des tonnes de qualité. La seule chose, c'est que ça peut sembler commun comme but, mais quand il y a 4 mains sur un volant, bien, on manque souvent le target. Constant en 2017, comme je mentionnais tantôt, nouvel investissement en 2017, on démarre une machine à papier. Par contre, ça n'allait pas bien à Crabtree. On avait différents enjeux, notamment les machines qui n'étaient pas au budget. Donc, on avait des performances qui étaient lamentables par rapport à nos attentes. On avait un NBDT, donc Non-Brand Downtime, donc c'est du temps qui est relié aux arrêts planifiés et non planifiés qui était extrêmement haut. Pas de planification possible. On en parle, on est toujours en urgence. Donc, la cédule hebdomadaire sortait, on était en échec systématiquement. Chaque machine brisait une après l'autre, n'importe quelle heure de la journée, de la fin de semaine. Donc, le personnel d'entretien était constamment déplacé d'une job à l'autre. Il fallait se réaligner, refaire des cédules qu'on ne respectait pas de nouveau. Donc, c'était un peu le chaos au niveau de la planification.
Exil de cadre. Donc, je l'ai mentionné, on est en opération continue à l'usine. Tous nos cadres font de la garde. J'ai 20 ans de garde. Je dors 4 heures par nuit. Je vais très bien. Je suis chanceux. Je suis fait comme ça. JF aussi. 2017, j'ai peut-être, je peux calculer sur le nombre de mes doigts les nuits où je n'ai pas eu d'appel. Donc, extrêmement usant. Il y a des cadres qui sont partis, perte d'expérience par le fait même. On a dû reformer des gens. Donc, c'est un milieu qui est quand même difficile. Difficulté à rencontrer les carnets de commandes. Donc, nos ventes vendent du papier, les unités de conversion produisent ça, puis les machines à papier alimentent ça. Donc, on ne fait pas nos budgets, pas de tonnage, on chamboule à peu près tout ce qui se passe au niveau de crêperie. Budget de maintenance coopérationnel hors contrôle, on en a parlé. Faire une réparation en non planifié au milieu de la nuit, on court après les pièces, les hubs ne sont pas machinés, les rouleaux ne sont pas grindés, la maintenance n'est pas présente à l'usine, on n'a pas l'expertise. Donc, tout prend plus de temps. En 2017, comme la structure avec l'implantation de la nouvelle machine a changé un peu, bien, les rôles aussi dans l'usine ont changé. Il y en a certains comme moi qui étaient surintendant, entretien, côté transformation, qui étaient bougés dans l'usine pour aller donner un coup de main vraiment dans le but de remettre les machines au budget. Puis, on a parlé beaucoup dans les dernières conférences d'hier d'intelligence artificielle. Nous, on est allé travailler sur l'intelligence humaine. On a amené vraiment le volet humain. Parce que bizarrement, on faisait les bonnes choses. On faisait des collectes de vibrations, de l'analyse d'huile, mais on était toujours en retard pareil. Fait qu'on a travaillé vraiment sur l'intelligence humaine avec la vision que l'opération prendrait charge de la maintenance. Ça peut sembler super facile à faire, à dire, ça l'est beaucoup moins à faire. Comment on a élaboré cette vision-là? Y a-t-il des fans de F1 ici? On est en maintenance, j'imagine que oui. Moi, levez la main. Pas plus? OK. C'est correct. Moi, j'adore. Avez-vous vu l'évolution au courant des années au niveau des pit stops, la compétence de ces gens-là, le travail qui est fait? Aujourd'hui, on parle d'1,9 secondes au niveau des records. Donc, ça, c'est de la planification. L'analogie qu'on a avec l'image, je l'aime bien, on l'utilise dans quelques présentations. Donc, l'opération, c'est le conducteur. Okay? Puis quand je parle du conducteur, ils sont plusieurs. Machine man, backtender, troisième main, quatrième main, c'est l'opération. Je l'ai entendu ce matin, quand je me suis promené d'une table à l'autre. L'opération, c'est ce qui se passe. On a beau mettre des capteurs sans fil, de l'instrumentation, faire des analyses. Un conducteur de machine à papier qui fait ça depuis 20 ans, 25 ans, le son, les odeurs, les vibrations, se promène au plancher, il peut déceler un problème avant tous nos systèmes. Donc, il faut les écouter, il faut travailler en partnership avec eux autres, puis il faut mettre en place des protocoles de communication pour faire ressortir cette information-là, pour faire les bonnes activités au bon moment. La course comme telle, le circuit et le Grand Prix, pour nous, c'est notre année de production. Okay? Pourquoi on veut finir sur le podium? La réponse est simple. On est 10 usines dans le réseau. On est en opération depuis 120 ans. On veut être les premiers parce qu'on veut être le choix logique pour un prochain investissement, parce qu'on rencontre nos budgets, on fait de la qualité, on fait de la santé et sécurité, puis on prend à peu près tous les challenges qui sont disponibles. On essaie des nouveaux produits, on développe notre production. Puis le pit stop, c'est les arrêts planifiés. Sur une machine à papier, typiquement, aux 8 semaines, on change les habillages. Toile de formation, feu de preneur, c'est un arrêt qui est obligé, 20 heures. Donc, ce qu'on veut, à l'image de la F1, c'est d'avoir des gens compétents, qui ont des rôles et responsabilités qui sont extrêmement bien définis, avec les bons outils, les bonnes méthodes de travail, pas d'improvisation jamais, pas de temps qu'à faire. Une équipe qui vient nous voir, qui veut changer un shutdown une semaine avant, c'est non, jamais. Il n'y a pas de temps qu'à faire. Chaque fois que vous mettez ça dans une cédule de planification, vous risquez de vous planter au niveau de l'horaire. Pour y arriver, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, à l'usine, des équipes haute performance. Les fameuses équipes EHP, on va utiliser l'acronyme tout au long de la présentation. Ça, c'était notre structure avant de gestion. Il y avait le directeur de production qui était en haut. On avait surintendant pour 2 machines. Puis, il y avait les propriétaires de machines en dessous, les superviseurs de machines à papier. Puis, du côté de la maintenance, là, on avait tous les services avec les ingénieurs fiabilité, techniciens maintenance, la planification, puis la supervision.
Puis entre les deux, il y avait le fameux agent de liaison. L'agent de liaison allait voir la production, puis il disait, « Ouais, là, on va faire tel BT, ça nous prendrait la machine. » Là, il retournait, « Hey, la production ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? » Là, dis-leur que ça va péter. Fait que, l'agent de liaison, là, c'était le mal-aimé de l'usine, honnêtement. J'aurais pas aimé avoir ce job-là. Il partait d'un bord et de l'autre, puis il se faisait dire non des deux côtés. Fait que ça venait extrêmement complexe de faire une cédule de travail efficace. Puis, on s'est à un moment donné réinventé, puis on a dit, OK, comment on peut refaire une cédule puis qui va tenir dans le temps? C'était un de nos défis, en plus de remettre les machines à papier au budget. Donc, ce qu'on a fait, avec le concept des équipes haute performance, on a brassé un peu les cartes, on a changé notre structure. On a intégré, on va parler du côté de la fabrication parce que plusieurs activités d'amélioration ont été faites, notamment au converting, mais l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est plus au niveau fabrication, entretien. Donc, on a mis en place 4 équipes EHP qui gèrent des actifs de façon à peu près équitable en termes de tonnage puis en termes de nombre d'actifs. Donc, on a une équipe pour la machine 2-4, une pour la 6, une pour la machine 8, puis une pour l'équipe de désancrage. Donc, c'est quoi une équipe? C'est 5 personnes. 5 personnes qui sont au même niveau hiérarchique, qui se rapportent à un surintendant. Donc, on a le classique, le superviseur des opérations qui, lui, gère la performance humaine, gère l'absentéisme, les dossiers disciplinaires, ces choses-là, mais fait toutes les communications aussi au niveau de l'opération, rencontre ces gens, parle de santé et sécurité, est très présent avec son équipe de travail. Travaille aussi sur les méthodes appropriées de travail, ce qu'on appelle des maths, toutes les choses qui impliquent un peu le côté humain. Ensuite, on a l'assistant technique, qui est un nouveau poste dans l'équipe EHP. L'assistant technique, on a différents backgrounds. On a des ingénieurs mécaniques qui officient à cette position-là. Puis on a aussi des gens de plancher, personnel syndiqué, qui a décidé de passer cadre, qui a migré, des gens qui avaient un haut potentiel, qu'on a intégré à ces équipes-là. L'objectif de ce rôle-là, c'est la maîtrise du procédé. Donc, définir les center lines, les paramètres d'opération d'une machine, s'assurer que chaque grade qu'on produit a des paramètres qui sont vraiment très faciles à suivre, qui permettent une bonne opération. Ça, c'est 50 de son rôle. L'autre 50 c'est l'entretien. Entretien planifié. Donc, c'est lui qui monte les ordres de travail avec le planificateur en fonction du feedback de son équipe, du plancher, qui sélectionne les ordres de travail à accomplir, puis qui les met sur les arrêts planifiés. L'autre volet de l'entretien, c'est les arrêts non planifiés. J'ai un bris sur une machine, j'ai une intervention à faire. L'assistant technique coordonne les activités avec l'entretien pour qu'on puisse avoir les ressources et faire corriger. Donc, c'est un rôle qui est quand même assez complet. Fiabiliste, notre ingénieur mécanique, ils le sont tous dans nos 4 équipes. Donc, c'est le préventif, le prédictif. Ces gens-là analysent les rapports d'huile, les analyses de vibration et mettent tous les PROA qu'on appelle, donc les ordres de travail préventifs, donc la fréquence, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait, qu'est-ce qu'on documente, puis s'assure d'avoir un lien au niveau de tout ce qui est fiabilité, en fait. Puis cette personne-là sélectionne tous les correctifs en préventif pour le prochain shutdown, les soumet à l'assistant technique, qui, lui, va les mettre à l'horaire pour le prochain arrêt planifié. Une belle acquisition dans l'équipe, mécanicien électricien, donc des gens qu'on a pris à l'entretien, qu'on a déplacés dans des équipes. Donc, ces gens-là, en bon français, ne rangent pas. Ce n'est pas l'objectif. Ils font de la planification. Donc, tout ce qui est hors de travail mécanique électrique, ces gens-là les documentent. Ça assure pour un mécanicien, par exemple, qu'on a des points d'ancrage qui sont corrects, que les bearings sont commandés, on prépare les kittings, on s'assure que les séquences d'intervention sont bien documentées. On fait un peu comme la F1. Au moment du pit stop, ce n'est pas le temps d'aller chercher des boulons au magasin, ce n'est pas le temps de savoir si le rouleau a été balancé, le shaft a été balancé. Il faut que ça soit comme un balai, tout se passe naturellement. Donc, ces gens-là font ça à temps plein. Ça, c'était les rôles au sein des équipes. Maintenant, c'est quoi le rôle de l'équipe AHP comme telle? Bien, vous le voyez. Gestion de la production. Ils sont responsables d'atteindre les budgets. Ils sont responsables de contrôler les chimiques qu'on utilise. Ils sont responsables de contrôler l'énergie, le système de récupération de l'énergie. Ils sont responsables de l'effluent industriel qu'on envoie. Donc, c'est sûr que tout ce qui est opérationnel, ce n'est pas juste le superviseur. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe qui va être challengée. Gestion de l'entretien, on en a parlé. Dave en a parlé aussi.
C'est l'opération qui décide qu'est-ce qu'on fait sur notre machine à papier. La maintenance est là en support au niveau de la supervision, l'exécution. Mais ceux qui cadrent la shop, c'est ceux qui connaissent la machine, c'est ceux qui sont dans le centre de coût. Santé et sécurité, plusieurs initiatives, on essaie toujours de s'améliorer. On va en parler un peu plus loin. Il y a des comités paritaires santé et sécurité départementaux. Donc, on modifie les équipements, on modifie du guarding, on fait un paquet d'améliorations pour rendre nos équipements plus sécuritaires. Encore là, c'est la responsabilité de cette équipe-là. Gestion de la performance des équipes d'opération. On travaille avec des humains, on a des routes d'opération. On veut qu'elles soient faites de façon sécuritaire, de façon professionnelle. Il y a du workmanship un peu. Donc, on accompagne nos opérateurs dans la rigueur de nos routes d'opération. Puis, évidemment, on gère la fiabilité. Fait une fois le remaniement fait, bien, ça donne quoi comme équipe EHP? On a nos 4 équipes EHP. Les électriciens et les mécaniciens sont du personnel syndiqué qu'on a volontairement été pigés littéralement dans les ateliers de maintenance pour leur donner une tâche à valeur ajoutée. On les a écoutés. Ils ne lâchaient pas de nous dire la planification est toute mal faite, jamais bonne pièce, puis tout. Parfait. On leur a donné les clés de cette planification-là. Puis, ce n'est pas parfait à tous les niveaux, mais on travaille justement avec l'humain et c'est quelque chose qu'on améliore en continu avec ces équipes-là. Puis là, vous allez dire, tabarouette, OK, ton organigramme de tout à l'heure était pas mal plus épuré que celle-là, effectivement. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que, vous vous souvenez, les ingénieurs fiabilité étaient sous la maintenance. On les a intégrés dans les équipes EHP. Il y en avait 4 avant, il y en a 4 qui sont intégrés dans les équipes EHP. On avait 2 planificateurs pour venir à bout de tout faire la planification du site, juste pour les machines à papier puis le plan de désancrage. On a pris un des 2 postes qu'on a converti en coordonnateur de maintenance. On va l'expliquer un petit peu plus loin. Puis, l'autre, on l'a envoyé dans l'équipe. On avait notre agent de liaison. Fait qu'au final, c'est 2 postes qu'il a fallu justifier pour intégrer cette nouvelle structure-là. Puis, les mécaniciens et électriciens ont été pris dans l'atelier, mais n'ont pas été remplacés dans l'atelier. Gardant en tête que ces gens-là, c'est la même main-d'œuvre qu'on avait, elle est juste déplacée. Exact. On les utilise pour leur tête et non plus pour leurs bras. Fait que l'objectif commun de tout le monde, c'est quoi? C'est notre fameux tableau de bord du matin. Fait que chaque matin, on a un meeting, on a une rencontre avec tous nos gens, puis ils revoient quoi? Ils revoient toute la même affaire. Que je sois en maintenance, que je sois à production, que je sois à qualité, au traitement de l'eau, tous les services connexes, ce qu'ils voient le matin, c'est la performance des 4 machines à papier puis du plan de pâte. Fait qu'on regarde quoi là-dedans? On regarde la vitesse, on regarde le fameux TRG. Fait que le TRG, que tu parles à l'usine à un gars de maintenance ou que tu parles à un gars de production, ça veut dire la même chose pour tout le monde. Tout le monde a en tête que ce qu'on veut, c'est du 90+. Puis on le répète souvent, mais c'est vraiment ancré chez nous. On fait des tonnes de qualité de façon sécuritaire. Tu poses la question à n'importe qui, il va te dire ça. On regarde aussi la qualité, le pourcentage de casse, parce que ces bobines-là sont déroulées juste l'autre côté du tunnel chez nous. Il y a un tunnel qui sépare les machines à papier de la transformation. Fait que si jamais la qualité n'est pas bonne, bien entendu, ça affecte les performances des transformations. Fait qu'il faut envoyer un produit de qualité. On regarde l'indice qualité papier, les rejets aux transformations, ce qu'on a produit, c'est-tu bon? Fait que on met l'emphase aussi beaucoup, coûts chimiques, énergie, on se soucie de l'environnement, consommation d'eau. Puis on regarde le fameux NBDT, Non-Brand Downtime, et le Brand Downtime. Brand Downtime est plus côté opération, puis le NBDT est du côté de la maintenance, mais on analyse tout ça ensemble. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les actions pour remettre les rouges du dernier 24 heures. Ont-ils été faites? Oui. Les nouveaux rouges, y a-t-il des actions qui vont adresser ces cases-là au rouge? Fait que si moi, je suis en maintenance puis que je sais qu'il y a eu un bris dans la nuit, si je vois la case rouge, c'est sûr que je vais me faire demander de l'aide.
ces meetings-là servent à échanger l'information pour que tout le monde sache la priorité va être sur quelle machine aujourd'hui. Donc, structure des rencontres, on a mis en place nos équipes à HP. La présentation est quand même assez courte. Là. On a un délai limité. Là. On pourrait vous en parler pendant des heures et des heures. Là, ce qu'on voulait focusser, c'était vraiment sur le cycle de rencontres journalières. Okay? Ça a été abordé aussi par Dave tantôt. C'est sûr que les équipes se rencontrent sur une base hebdomadaire, mensuelle. Mais le quotidien est vraiment ce qui va driver un peu notre mindset par rapport au changement de structure qu'on a fait. Fait que rapidement, 5 rencontres. Vous allez voir le DMM pour Daily Management Meeting. Okay. Donc ça, c'est l'acronyme qu'on a à l'usine, des principes d'excellence opérationnelle. Mais les journées commencent par le changement de faction. Donc opération continue, 2 changements de faction par jour. Du côté de la fabrication, on est sur des 8 heures, une cédule 4-2 inversée, une affaire que vous ne voulez pas avoir chez vous, qui n'est pas super. Donc, 3 quarts d'opération par jour au niveau de la femme. Ce qu'on a voulu faire, c'est de s'assurer qu'un conducteur versus son remplaçant, le sécheur versus le remplaçant, qu'il y a un transfert d'informations de qualité. On ne va pas faire ça dans le stationnement. Premièrement, ce n'est pas permis chez nous, c'est sa machine. On n'a jamais de machine tout seul. On ne veut pas que ça soit fait sur le coin du cadrage de porte de la salle de contrôle. On a structuré nos attentes par rapport à ce qu'on voulait que soit discuté. Les paramètres qui sont dans le rouge, les rejets à l'environnement, les vitesses machines qui ne seraient pas au budget, c'est quoi les plans de match. Donc, on veut s'assurer que la personne qui quitte son corps de travail fasse un rapport de son dernier 8 heures pour que la personne suivante continue le plan de match qui a été amorcé puis qu'on tende vers nos objectifs. Donc, première rencontre du jour. Deuxième, la rencontre d'équipe opérationnelle, bien ça, c'est le superviseur. Rentre dans la salle d'opération. On a toujours un talk avec nos gens de la santé et sécurité. On parle des événements qu'on a eus dans l'organisation ou même au sein de l'usine. Tout ce qui est documenté dans des systèmes qu'on a web-based. On travaille avec Conformit pour l'instant. Donc, on sensibilise nos gens à la santé et sécurité. On regarde dans l'équipe, donc, le plus haut dans la ligne de promotion, on va dire un peu à son superviseur, voici ce qui s'est passé dans les dernières 8 heures, voici ce qu'on pense faire, voici c'est quoi notre plan de match. Donc ça, c'est discuté en équipe. Donc l'opération fait partie prenante de ce qui va se passer dans le prochain 8 heures. On a une cédule hebdomadaire, on a des entretiens qui se font sur des équipements en production qui sont identifiés. Ça se peut qu'on change ça de bord en fonction de l'information qu'on a eue du côté de cette rencontre-là. Après ça, vient le DMM1. Donc ça, c'est l'équipe EHP qui se rencontre. Pas nécessairement avec l'opération. On a des salles de réunion dans chacun de nos centres de coûts. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le dernier 24 heures. Le mécanicien est là, l'électricien est là, fiabiliste, assistant technique. Puis en fonction de l'information qu'on a du plancher, on change le plan de match ou on poursuit ce qu'on faisait, puis on regarde certains indicateurs. Donc c'est une rencontre qui dure 10-15 minutes au sein de l'équipe EHP. Dans le cycle, on poursuit. Tout ça se passe avant 10 heures le matin, là, entre 7h30 et 10 heures. Là. C'est des rencontres très rapides. DMM2, vous avez vu la photo un peu en spoiler tantôt. Il y avait plusieurs personnes dans une salle. Toutes les équipes HP sont là, sauf le personnel syndiqué. Les mécaniciens et électriciens sont dans les centres de coûts. Donc, on a nos 4 équipes avec 3 personnes. On a les surintendants, les superviseurs à l'entretien, centrale thermique. Puis au niveau de la direction, moi, j'y assiste. Jean-François y assiste. Fait qu'on est entre 20 et 25 personnes, dépendamment des semaines. Puis là, chaque superviseur de ces équipes-là, donc le superviseur de l'équipe HP, va présenter ses résultats des 24 dernières heures. Tout ce qui est rouge, un peu le tableau que Jean-François a montré tantôt, les gens posent des questions, puis toute l'équipe d'entretien et tous les autres centres de coûts sont au courant de c'est quoi l'état de la production au niveau de la fabrication à crêperie. Ça touche tout le monde, ça nous appartient tous. Ce n'est pas la production de la huître, c'est notre production. La huître fait état de ses chiffres. Puis si on peut faire quelque chose en équipe, on prend les décisions là. Souvent, c'est des rencontres où certains joueurs clés vont rester à la fin pour faire d'autres plans de match, pour se supporter. Mais si on a des besoins particuliers en entretien, toute l'équipe d'entretien est là. On mobilise nos ressources, puis en équipe, on décide vers où on s'en va. Dernière rencontre du cycle, c'est le DMM3, rencontre de direction, donc directeur ingénierie, logistique, entretien, production, DRH, directeur général de l'usine, stand-up meeting qui est fait en avant dans les bureaux administratifs.
Là, les directeurs amènent les enjeux majeurs ou les résultats des 24 dernières heures. Encore là, c'est très rapide. L'objectif, ce n'est pas de remettre en question les plans de match de nos équipes, c'est de les supporter. Fait on dit c'est quoi l'état de la production, on dit c'est quoi nos plans de match, puis on s'assure que la direction, dans une optique de direction servante, va appuyer nos plans de match, puis on redescend ça à nos équipes. Un exemple simple pourrait être de dire, OK, j'ai besoin de faire un changement de garde, j'ai un problème d'apparence, il faut que j'augmente mon grammage, je n'y arriverai pas, mon shutdown s'en vient dans une semaine, on fait un changement de cédule. On ne veut pas donner l'odieux au superviseur du centre de coût d'appeler la logistique, de dire, bien, change la planif de ma machine, ça ne marche pas. Les gens, des fois, à leur niveau, ne voient pas l'ampleur des choses qu'on a réalisées ou l'impact sur toutes nos opérations. Le fait de l'amener en DMM3, le directeur logistique va comprendre, il va filer son équipe, puis les gens vont s'entendre sur l'alignement qu'on a. C'est super important de respecter le cycle de ces 5 rencontres-là. Ça amène vraiment le support. C'est glissé une petite coquille, là, c'est pour ça que ce n'était pas la bonne présentation, mais ça amène le support aux équipes. On est vraiment servant leadership, direction servante. Fait que tout passe par l'engagement des gens. Puis ça, c'est différentes photos qu'on a prises durant les différentes rencontres à l'usine. Vous voyez, tu sais, c'est pas du fait que les gens ont le sourire. Les gens sont heureux dans la structure qu'on a mise en place. Les électriciens, les mécaniciens se sentent valorisés dans le travail qu'ils font, sont utilisés pour les bonnes choses, pour justement, comme je disais tout à l'heure, la tête avant tout, puis après les bras. Fait que ça fait des jobs qui sont plus valorisants pour une. Il y en a que ça les intéresse pas. Mais c'est des applications, on passe des entrevues, on choisit notre monde. Puis, ces gens-là, généralement, quand ils acceptent les postes, bien, ils embarquent puis ils sont vraiment partie prenante de l'équipe. L'opération aussi, les conducteurs, c'est vraiment quelque chose qui, à l'usine, ça parle aux gens. Depuis qu'on a mis le concept des équipes haute performance, bien, ça paraît. Puis, vous pouvez en parler à n'importe qui au plancher, ils vont tous vous dire la même chose. Puis on va le prouver tout à l'heure avec les résultats. Fait que, définition des rôles et responsabilités. On se plaît à dire qu'on a bâti le carré de sable. On a mis du sable dedans. Là, ensuite, on a, oui, établi les grands rôles et responsabilités par type de poste. Mais ça peut arriver que dans une équipe, bien, il y en ait un qui soit plus fort en chimique, puis l'autre est plus fort en maintenance, puis ils s'échangent des rôles. Fait que ce qu'ils font avec les rôles et responsabilités, bien, ça appartient à chaque EHP. Vous allez vous promener dans l'usine, chaque équipe EHP a son style différent. Mais ce qui compte, c'est que l'ensemble du tableau soit vert. Fait que chacun joue dans son carré de sable, puis s'il n'est pas à l'aise dans une tâche, bien souvent, c'est l'autre qui va le faire. Mais en contrepartie, l'autre va prendre une autre tâche. Fait qu'ils s'échangent les misères. Puis là, vous allez dire, OK, mais c'est quoi le rôle de la maintenance si vous avez tout donné à l'opération? Le rôle de la maintenance, on l'a défini, on est les gardiens de tout ce qui est collecte de vibrations, analyse d'huile, thermographie, les routes opérateurs. Tout ça, on s'assure que les données sont bonnes, on s'assure que les fréquences sont bonnes, on s'assure que c'est fait pour donner les outils aux fiabilistes, à l'équipe EHP, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions basées sur des données qui sont bonnes. On en a assez parlé hier, il faut que nos données soient bonnes. Ça, c'est le job de la maintenance. Puis aussi d'avoir la vision sur quelle formation qu'on a besoin pour améliorer nos équipes. Des plans de formation 5 ans pour les mécaniciens, électriciens, c'est toute la job de la maintenance. Ce qu'on veut, c'est de donner un rendement de qualité. Quand on arrive sur une machine, on considère ça vraiment comme un pit stop à F1. Il faut que chacun sache ce qu'il y a à faire, les bons outils, les bonnes pièces pour exécuter de façon sécuritaire. C'est sûr, on a rencontré quelques défis. Puis on a eu, par exemple, des facteurs de succès. Les obstacles, OK, au début, quand on commence ça, tu as la production, tu as la maintenance. Moi, je faisais
3 meetings par matin avant de me rendre au meeting de direction. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé, fini. La maintenance, production, on a mis ça dans une salle. C'était pas parfait au début, mais il fallait commencer en quelque part puis briser le moule. Fait qu'on a commencé avec nos fameuses rencontres, le DMM2. Le DMM2, tout le monde était là. Puis au début, ma gang disait, ben là, moi, les chiffres qu'ils présentent, ça ne me donne rien. Là. Je fais quoi de ça dans ma journée que la machine est à 80 TRG sur 90? Puis tranquillement, pas vite, ben, on a éduqué notre monde. Fait que ça veut dire quand ta machine est à 80, ben, c'est parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas, puis on va supporter l'opération. Le wording, les mots qui sont dits dans une usine, on sait bien, vous opérez vos machines tout croche, vous autres, vos bearings, ça ne t'offre pas. Ça, là, on a travaillé tellement fort, puis encore aujourd'hui, il faut être honnête, on travaille fort. Quand on entend « Ah, mais là, la production », non, notre production. C'est nos machines, notre production, notre qualité, notre santé, sécurité. Il faut changer le mindset des gens quand on veut changer la façon que le monde travaille ensemble. On a aussi revu les processus de maintenance. J'avais fait la refonte des processus de maintenance en 2016. J'avais pris l'usine au complet. J'étais sûr qu'il était pour être ça à coche. 5 pages de processus avec des rôles et responsabilités pour tout le monde. Bien, quand c'est trop complexe, là, l'être humain, il va essayer de trouver les failles. Fait qu'on a revu nos processus de maintenance pour les rendre agiles. C'est des petites unités de production, les EHP. On le voit comme des mini-usines. Fait que c'est des petites unités de production. Quand tu es petit, c'est quoi l'avantage? C'est que tu es plus rapide, tu es plus agile. OK, mais si tu as un processus de maintenance qui est ultra complexe et lourd, bien, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on a revu nos processus de maintenance, puis l'ensemble des processus en maintenance pour les rendre plus agiles. Pas tomber dans le piège des souhaits opérationnels. Au début, les bons de travail, ah, moi, je veux un hose reel de telle couleur, puis mais moi, je veux que il y avait des bons de travail, du garbage, juste des souhaits opérationnels qui n'amenaient pas de valeur ajoutée à l'opération. Ça, c'est au début, quand on commence, la supervision commence aussi là-dedans. Ils veulent donner, des fois, gagner des points avec leur opérateur. Fait qu'ils font des bons travail pour essayer de les flatter, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais un de temps en temps. Faites-le. Oui. L'ajout de ressources, bien, tu sais, c'est quelque chose, comme j'ai dit, il a fallu vendre l'ajout de 2 postes dans notre structure. C'est quelque chose qu'il faut que la direction embarque. Il faut qu'ils y croient d'avance à ce que tu vas mettre en place. Puis on a eu la chance, nous, avec le remaniement en 2017, d'avoir notre GM qui était vraiment fervent de maintenance. Fait que tout ce qu'on a mis en place, il nous supportait à 100 %. Puis un des points aussi, on a fait des mini-usines. Des mini-usines, ça travaille toutes à la même adresse. On a tout remanié les bureaux pour qu'il y ait des espaces de travail, tout le monde ensemble, avec une petite salle de meeting pour tout le monde. Ça n'a pas été évident partout, c'est pas parfait partout, mais le but, c'est de mettre le monde ensemble. Puis ça, on a vu une plus-value vraiment instantanée d'asseoir tous les gens d'équipe EHP à la même place. La seule chose, le superviseur a toujours un bureau fermé au sein de l'équipe pour les rencontres disciplinaires. On gère encore là des humains. Fait que, au niveau de la confidentialité. Mais physiquement, nos gens travaillent vraiment tous dans la même salle. Point de vigilance. Il y en a quelques-uns. On va te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Donc, ce qu'on veut, c'est l'autonomie de nos équipes. On veut que les gens travaillent ensemble, non pas en silo. Je vais vous donner un exemple. Une fois par semaine, la planif pour la semaine à venir sort. J'ai 140 heures mécaniques, 80 heures d'instrumentation. Puis au prorata des actifs qu'on a, les centres de coûts ont des heures. On a forcé nos assistants techniques à s'asseoir dans une salle, puis on leur dit, regardez, c'est des résultats globaux qu'on veut. Si vous avez besoin de traiter des heures de travail criticité 1, puis que ça te prend 100 heures mécaniques, puis
que la business t'en donne 80, bien, négocie avec tes collègues, puis va chercher des heures, puis travailler en équipe. Ils ont compris. Ils se sont mis à faire, on s'est rendu compte qu'ils se sont mis à faire du troc. Nous autres, les instrumentistes, c'est un peu nos pépites d'or. Fait un centre de coût fait dire bon, ouais, je te prête mon instrumentiste, tu as des besoins, fine, mais semaine prochaine, tu me donnes 48 heures mécaniques. Fait que là, tout est en train de débalancer. On mettait du poids au corps de métier en fonction de la rareté de la main-d'œuvre. Ça ne marchait plus. Fait auditez vos processus, soyez présents dans ces rencontres-là, parce que l'humain étant ce qu'il est, les gens essaient d'optimiser et de tirer avantage d'un maximum, même si on essaie d'imposer une structure. L'utilisation des ressources EHP pour faire des jobs et non des estimés. Mécanicien électricien, sur une machine, j'ai un pactage acéré, pas envie d'appeler la planif, faire un bris de cédure. Ben, mon mécanicien, il est là, je le prends, va serrer le fouloir, change le manomètre. Il travaillait, il wrenchait 20 heures par semaine, puis il ne faisait pas des ordres de travail. Fait qu'on arrivait à nos arrêts planifiés, on manquait de jobs, on les appelle des jobs PAF, prêts à faire. Ils sont estimés, les kittings sont faits. Fait que ça, c'est un piège que les gens... En fait, c'est rapide d'aller chercher cette main-d'œuvre-là, mais c'est un piège à long terme. Soyez vigilants. Puis en plus, si tu sers 5 fois un pactage sur une pompe, puis ça a été fait on the side, puis il n'y a pas d'ordre de travail, la pompe à brise, le fiabiliste regarde dans l'actif et il dit, bien, je n'interviens jamais là-dedans. Il n'y a pas rien à faire. Non, ton gars, il a travaillé 5 fois dessus, puis vous ne le saviez pas. L'autre chose, l'utilisation des électriciens de secteur et mécaniciens durant les arrêts planifiés. On l'a dit, c'est une course, c'est un pit stop, il faut être optimal. On a pris des ressources dans les ateliers qui ne travaillent plus, qui font des estimés. La concession dans les équipes EHP, c'est que votre électricien et votre mécanicien, durant un arrêt planifié de machine, on les re-swing à l'entretien, puis ils vont aller wrencher. Seule exception, si ton centre de coût est en arrêt planifié, puis que c'est tes deux gars qui ont... C'est 2 personnes, excusez-moi, qui ont planifié ça, bien, c'est des ressources techniques. Okay? Fait que si quelqu'un se présente et il dit « Hey, ta job que tu as estimé, non, il y a ça. » Fait qu'on veut quand même qu'il soit présent dans un arrêt pour pouvoir parler des jobs qu'ils ont estimés si jamais il y a du questionnement. Ordre de travail bidon. J'ai envie de passer des nanas à l'opération. Les gens me demandent de quoi. Je vais estimer une job critique, 40 heures. Envoie-moi un mécanicien, 8 heures par jour, 5 jours, toute la semaine. La job prend 8 heures. Mais l'assistant technique, le mardi, là, envoie-moi mon mécanicien, tel job, tel job, tel job. Pendant ce temps-là, il fait faire d'autres choses, puis c'est le party sur la machine. Okay? Faites attention. Des bons estimés, des estimés réalistes pour documenter sous l'actif exactement ce qu'on fait, puis pour ne pas faire une jambette à son voisin. Ça se peut qu'il n'ait besoin du mécanicien comme équipe de travail. Assiduité aux rencontres. 5 rencontres le matin. Il y en a qui sont en présentiel pour toute l'équipe. Les machines sont quand même loin l'une de l'autre. On veut que ça soit rapide. S'ils arrivent en retard, l'esprit du rapide et du efficace, ça fout le camp. Fait que bien entendu, quand on fait des mini-usines, on ne veut pas que les gens travaillent en silo. Fait qu'il faut maintenir un standard qui est latéral entre nos équipes. Fait que, puis tu sais, une des façons qu'on n'a pas trouvé, mais on avait déjà ce modèle-là, tout le monde est de garde à fabrication. Puis quand je suis de garde, si je ne sais pas ce qui se passe dans les autres centres de coûts, ben ça se peut que je me fasse appeler puis je ne cherche pas quoi répondre pantoute. Fait que ça amène un peu une curiosité entre les équipes pour s'assurer qu'eux autres sont au courant des machines puis des problématiques différentes qui pourraient survenir s'ils se font appeler. Des rencontres départementales pour favoriser la cohésion de tout ce monde-là. On fait une rencontre départementale par mois. On revise différents indicateurs. On parle de santé-sécurité. C'est là qu'on informe tout notre monde de ce qui se passe là, dans tous les départements, vraiment, qui méritent un peu plus de temps que juste un meeting de 15 minutes. Puis, on a banni Teams. Honnêtement, la COVID a amené un outil génial, Teams. Quand je suis dans un site à Gatineau, je suis à Crabtree, c'est super, Teams, je n'ai pas 2h30 de char à faire. Mais quand tu as 10 à 15 minutes de marche à faire dans l'usine, c'est présentiel. Puis ça, on a gagné énormément, parce que trop souvent, l'échange ne se faisait pas. Fait que le petit 5 minutes, quand on arrive un peu d'avance, puis qu'on jase un peu de la fin de semaine,
OK? On a pris contact. L'échange humain, le côté humain, je suis fatigué avec ce côté humain-là, mais avec Teams, on n'a pas ça. Puis le petit 5 minutes ou 10 minutes que les gars vont rester pour parler d'une problématique, puis que finalement, le gars de la machine 6, « Hey, moi, j'ai déjà vécu ça. » Ça, là, ça a une richesse incroyable. Fait que négligez pas, c'est super Teams, mais pas dans toutes les occasions. On achève. Travail de synergie. Donc, encore là, dans l'optique, on ne veut pas que les gens travaillent en silo. On a des superviseurs, des assistants techniques, des fiabilistes. Comment qu'on fait comme business pour amener un superviseur qui a 20 ans d'expérience à partager avec un superviseur dans une autre équipe qui a 6 mois d'expérience parce qu'il a fait un changement de carrière et il a décidé d'essayer de quoi? Même chose en fiabilité. On engage des ingénieurs qui sortent de l'école, puis on en a qui font de la fiabilité de carrière, qui ont 20 ans d'expérience. Assistant technique, la même chose. Donc, on a créé des rencontres. Ce qu'on a fait, on a des partenaires d'affaires au niveau des ressources humaines qui supportent les superviseurs dans différents dossiers. Donc, on a des rencontres minimalement au mois où chacune des strates se rencontre avec des indicateurs. Exemple, au niveau des superviseurs, donc on regarde, on a-tu des employés qui sont en probation? On a-tu des dossiers d'absentéisme, de réservistes qui se promènent d'un département à l'autre qu'il faut checker pour ne pas le perdre du radar? On a-tu des cas d'incivilité qu'on pourrait se partager entre nous autres pour faire du coaching? Fait que l'idée, ça ne veut pas dire que le superviseur d'expérience va aller chercher une information ou changer sa façon de faire. Par contre, il va développer ses capacités à faire du mentorat à quelqu'un qui est plus jeune. On force les discussions. Puis si on ne le fait pas, ils ne le feront pas naturellement. Puis après un certain temps, bien, les gens s'approprient ces rencontres-là parce qu'il y a toujours quelque chose que tu peux aller chercher là-dessus. Fait qu'on développe nos gens. Les fiabilistes, même chose. On parlait nous autres, on appelle ça des BDO, Breakdown Elimination, des analyses de défaillance. Quand il y a un bon coup qui a été fait par un fiabiliste, là, souvent un arrêt sur une machine à papier, c'est exactement le forum qu'on a pour partager ça, le regarder, puis les gens s'inspirent de ça, se partagent l'information, puis on fait grandir toutes les équipes. On a ça pour les assistants techniques aussi. On a la chance d'avoir un adjoint technique pas qui supervise, mais qui assiste les assistants techniques, qui pilote ces rencontres-là. On prend le centerline d'une machine, on regarde ses paramètres, les gens font des revues techniques, on l'optimise, on fait du travail dans ces rencontres-là, puis on met les gens à niveau. Chose qu'on n'a pas encore faite, mécanicien, électricien, on n'a pas ce forum-là. Par contre, c'est des gens syndiqués, on leur pose ensemble, leur dîne ensemble, ils se parlent, mais ils ne se parlent pas sur une base structurée de coaching comme on l'a fait avec nos cadres. Puis ça, c'est un peu un mandat qu'on se donne pour l'année prochaine. Fait qu'on développe les compétences transversales. Les résultats à cette heure, je suis certain que vous êtes curieux de savoir, c'est bien beau, vous parlez depuis 20 minutes, mais ça marche-tu votre affaire? En fait, ça, c'est les résultats de 2017, pas besoin de répéter. C'était effrayant comme résultat. Après 2 ans, à un moment donné, dans une vie, tu réalises que ton collègue, le matin, quand tu le rencontres, tu ne lui parles pas de sa fin de semaine. Puis là, tranquillement, pas vite, tu lui demandes « Hey, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? » Puis là, tu réalises le pourquoi que tu lui demandes ça, parce que tu n'as pas parlé au téléphone toute la fin de semaine avec, parce que toi aussi, tu es au téléphone avec. Tu savais ce que tu faisais. On était tout le temps au téléphone. Fait que il n'y a pas une semaine que je ne passais pas 5 nuits au téléphone avec Yann. Il n'y a pas une fin de semaine qu'on n'est pas rentré à l'usine pour certaines problématiques. On l'a appris à 2, mais après 2 ans, déjà, on voyait des résultats très positifs. Puis quand, justement, tu regardes en arrière, parce que des fois, on fonce tout le temps par en avant, la production, la maintenance, on regarde tout le temps en avant de nous autres. Prenez 5 minutes, checkez dans le rétroviseur. Hey, ce qu'on a accompli, c'est cool. Il faut célébrer les petites victoires, il faut regarder ce qu'on a fait de bien puis apprendre de ça. Fait qu'après 2 ans, déjà, ça paraissait beaucoup. En chiffres. Donc, les résultats des 2 choses qu'on présente, on aurait pu présenter un paquet de trucs. Il y a eu de l'amélioration à plusieurs niveaux. NBDT, donc les arrêts planifiés et non planifiés. Regardez en 2017, 10,2 sur une machine à papier, c'est énorme. On a stabilisé au bout de 3-4 ans à 4,2 Puis typiquement, un arrêt planifié, comme on en fait aux 8 semaines, c'est 2 par année.
Fait que vous voyez qu'on est tombé à un mode où on a des bris, autant qu'on a des arrêts planifiés dans un ratio d'1 pour 1. Avant ça, on était à 5 pour 1. C'est-à-dire qu'on était toujours en urgence. Le TRG a monté. Donc, TRG qui inclut aussi la qualité, différents aspects, ce qui a été exposé. 73 à 89,6. L'usine de classe mondiale dans le papier, c'est 90. Puis oui, on a rajouté des ressources. On disait 3 GF, 3 ou 4 dans la structure. Mais une usine comme la nôtre, avec notre taux de production, 1 de TRG, c'est au-dessus du million en profitabilité. Donc, on est passé de 73 à 89,6 day in, day out. Donc, ça se paye tout seul. Et même plus. Meilleure qualité de vie, là, on reçoit un appel dans le mois, puis on vire fou. On a pris goût à avoir une certaine stabilité. Rétention de main-d'œuvre, bien, nos gens restent, les gens ont du plaisir, les gens ont un bel équilibre entre le travail et la vie familiale, beaucoup plus qu'avant. Travail qui est structuré, on intègre des nouveaux joueurs, c'est facile. Nos processus sont tous éprouvés, documentés, sont connus de tout le monde. Fait que c'est facile d'intégrer des gens dans nos équipes. Au-dessus de 89 % puis je l'ai parlé, BDT, NBDT, la somme des deux à 4,3 %. Santé, sécurité, on n'a pas parlé, mais on peut peut-être juste l'aborder. TOSHA, c'est ce qu'on utilise chez nous pour se comparer. On était au-dessus de 10. On blessait des gens, on a des accidents avec différents niveaux de sévérité. Année à date, 0,24. C'est exceptionnel. Au niveau des machines à papier, on vient de franchir 1 an sans événement enregistrable. L'usine de désancrage, 5 ans. On a des super belles performances. On ne blesse plus nos gens, ce qui est une très bonne nouvelle. Pour les équipes de maintenance, parce que c'est souvent là qu'arrivent les blessures, l'atelier électrique, ça fait au-dessus de 5 ans. L'atelier mécanique, ça fait 3 ans sans accident. Puis les MMF, ça fait 2 ans. L'autre élément, housekeeping, tout est plus propre. C'est le monde des pâtes et papiers, des incendies. 2014-2015, c'était 1 par semaine. Nos machines flambaient. Il y a beaucoup de poussière, beaucoup d'énergie. Là, il n'y a presque plus. Machine 6, une des plus grosses qu'on a à l'usine, 4 ans sans incendie. Elle brûlait aux 2 semaines avant. 4 ans sans incendie. C'est majeur. Puis on avait un incendie majeur avec une semaine et plus de downtime pratiquement par année ou aux 2 ans. Fait que c'est vraiment un pas de géant. Quand on dit que c'est à tous les niveaux l'amélioration quand on met la rigueur. Fait que rapidement, les facteurs de succès, on voit nos pratiques de maintenance. Je sais que les mentalités sont stickées ça, bien encadrées, serrées, solides. On les a un peu démocratisés, ces processus-là. Être présent au plancher. On avait une expression à crêperie d'un de nos directeurs. On va aller voir. On va aller voir. Puis là, quand on allait voir justement au plancher, bien, c'était comment on pouvait supporter, comment on pouvait apprendre, comment on pouvait apprendre de ce qui se passait au plancher, des bris, des événements santé-sécurité, des feux, pour plus que ça revienne. Fait que soyez au plancher avec vos équipes, c'est ultra important. Avoir une vision engagée à tous les niveaux, bien entendu, on ne peut pas faire un changement organisationnel comme ça sans que tous les niveaux soient engagés jusqu'au directeur d'usine. Les indicateurs communs pour tous, on en a parlé. Travail d'équipe à tous les niveaux. Avant, il y avait juste un directeur de production. Puis là, bizarrement, dans le concept, on se dirait hey, ça a de l'allure qu'il y ait juste un directeur. Non, on est rendu 2. Mais par exemple, on a un travail d'équipe qui est hors pair. On sait exactement quelle balle on va prendre chacun de notre bord, puis souvent on fait juste regarder, puis on sait qui va la prendre, la balle. Mais ça, c'est du travail d'équipe, puis ça se développe. Puis, célébrer les victoires, ça je l'ai dit, célébrer avec vos gens syndiqués, célébrer avec vos superviseurs, célébrer, il n'y a pas de petites victoires. Il faut célébrer les victoires. Fait qu'en conclusion, on pitch les gants de boxe, on se redresse les manches, puis on travaille à faire du changement dans nos usines. C'est un peu un acte de foi, faire cette transformation-là au départ. Si vous m'aviez demandé en 2017 si j'y croyais à 100 000 à l'heure, oui, mais
Fait que Les résultats ne seront jamais immédiats. on travaille. Soyez patient parce que ça prend un changement de culture, ça prend un changement d'organisation. Puis là, vous faites tout ça, là, puis les résultats ne viennent pas, puis les gens disent, on a tout fait ça, ça ne marche pas. Non. Les choses se mettent en place, les résultats finissent par arriver. Il faut croire aussi qu'il va y avoir une augmentation du coût de main-d'œuvre, mais les résultats viennent rapidement passer l'éponge sur ça. Réduction du temps travaillé. On prend des gens des ateliers, on les amène dans les équipes HP, on dit « Hey, notre crunch time ». Non, ils vont tellement bien planifier les heures de travail que quand vous allez être en arrêt planifié, faire une job planifiée, vous aurez besoin de moins de ressources. Croyez-nous, on l'a vécu, on l'a mesuré, c'est ce qui est arrivé. 12 personnes dans nos équipes, 12 personnes sorties des ateliers, on fait plus d'heures de travail. Les gens ont du plaisir à venir travailler. Ça, c'est super important. On passe 40 heures et plus dans nos usines. Il faut que ce soit agréable de venir travailler. Puis, il faut croire que les gens vont apprendre à travailler ensemble. Puis ça, au départ, quand on a commencé à mixer, on se demandait si ça arriverait un jour. Mais à force de reprendre les gens puis de changer le wording dans l'usine, bien, ça a passé. C'est un modèle qui se réplique. Présentement, je suis un peu sorti de mes fonctions. Je déploie ça dans d'autres usines. On travaille en collaboration avec les usines de New Westminster, Gatineau, Trenton pour redéployer ce modèle-là. Pourquoi ces usines-là? C'est parce que c'est des usines un peu comme celle de Crabtree, dans le même modèle, puis des assets un peu plus âgés, je vais dire comme ça, pas performants, mais âgés. Fait qu'on est en train de répliquer le modèle, puis à date, l'engouement pour ce modèle-là est vraiment fort. Les gens travaillent d'arrache-pied pour l'implanter, puis on commence déjà à avoir des petits résultats, fait que c'est super encourageant. Question? Désolé, on a un petit peu défoncé. Oh non, ça va. Vous êtes correct. Merci. Merci.